Alors, est-il encore besoin de présenter Anne Cordier? Je pose la question, mais j'ai quand même, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, préparé 2 phrases pour la présenter très rapidement. Donc, tu es professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Et tu as été professeur documentaliste, donc tu as cette expérience professionnelle. Et tu es chercheur au CREM, chercheuse au CREM, le Centre de recherche sur les médiations. Et tu portes cette voix dans les médias, dans l'espace public, d'une vision nuancée, compréhensive, complexe, sensible, des pratiques numériques des jeunes, ce qui constitue une sorte de contre-feu face aux paniques morales que l'on entend quotidiennement sur le sujet. Donc merci d'être là. Tu vas commencer par présenter l'enquête de réception d'usage sur la BD dans la tête de Juliette. Alors je vois la BD dans la tête de Juliette, c'est pas la peine de la présenter, mais quand même rappeler que c'est un dispositif narratif qui utilise la fiction avec une ambition éducative. Anne Cordier et Isabelle Forgues-Dumez en ont assuré la direction scientifique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce projet, il est né en 2019. Ministère de la Culture, année nationale de la BD, et qu'aujourd'hui, on est en 2023 et qu'on peut vous présenter en 2024. C'est pas grave. C'est ça, ça passe vraiment beaucoup trop vite. Merci. Et qu'on va pouvoir vous présenter une analyse, une évaluation rigoureuse, puisque l'enquête que Anne a menée porte auprès de 252 adolescents. J'ai aussi eu la chance avec Thomas d'y participer de manière plus indirecte. Donc, analyse des pratiques des adolescents et aussi ce qui nous permet aussi d'approfondir notre compréhension et in fine de proposer aussi des recommandations aux enseignants, aux formateurs sur l'usage de cette BD. Donc je te laisse tout de suite présenter cette première partie et puis dans la deuxième partie on parlera de tes 2 ouvrages, surtout Grandir informé et puis les enfants et les écrans. Bien, bon, bonjour à toutes et à tous. Bon, je crois que c'est inutile de dire que je suis ravie d'être là, mais ça fait du bien quand même. Ouais, ça fait du bien, et ça fait du bien d'avoir des espaces feel good quand même, on n'en a pas beaucoup, donc on en profite. Alors, je vais faire de façon très très courte une présentation juste pour avoir quelques grandes lignes sur l'enquête qu'on a appelée l'enquête Juliette pour faire simple. Mais il y a évidemment un travail d'analyse et d'écriture qui a été mené et vous aurez donc du coup la totalité des résultats avec un détail quand même plus important qui est en cours de concoction. Voilà. Alors l'objectif en fait là c'est juste de revenir sur cette ressource en rappelant quand même l'objectif qu'on avait quand cette ressource a été créée à son démarrage, enfin au départ. C'était vraiment un produit qui déjà été inspiré quand même par la recherche puisque quand on a conçu le scénario même de Juliette et qu'on a réalisé très concrètement même les bulles, c'est-à-dire ce que dit Juliette, on a vraiment aussi pris des verbatims en fait d'adolescents, recueillis lors d'enquêtes personnelles et ça permettait normalement, en tout cas c'était le pari de se dire ça devait normalement faire d'autant plus écho, ne pas parler jeune depuis le point de vue de l'adulte, mais reprendre en fait les paroles d'enquêter très concrètement sur le terrain et les remettre entre guillemets dans la bande dessinée. Alors on dit pas que c'est un copier-coller complet, mais il y a quand même beaucoup et de situations et d'extraits en fait de la BD qui en fait sont des verbatims d'enfants, d'adolescents. Donc c'était une ressource qu'on avait vraiment conçue pour soutenir l'action éducative en EMI, avec l'idée de permettre qu'elle puisse être un point de lancement ou d'approfondissement, en fait une appropriation qui était finalement la plus libre possible par les médiateurs et les médiatrices, avec un choix de contexte ou une contrainte de contexte éducatif en EMI en fonction donc des situations des uns et des autres. Et évidemment, on s'est très vite dit qu'il fallait absolument savoir ce que ça donnait. Et c'est vrai que la question de l'évaluation des ressources qu'on produit, qu'on fait, qu'on propose, c'est vraiment une question qui est centrale. Alors, je regarde de façon appuyée l'équipe du studio Clémy, puisque dans le GTNUM qu'on lance actuellement, donc le GTNUM Émilie,
sur l'EMI et les littératies informationnelles des enfants, on va notamment avoir toute une tâche, tout un groupe de travail autour de l'évaluation des ressources en EMI et particulièrement de classe investigation junior, puisque ce sont les élèves de cycle 2, cycle 3 qui seront concernés par ce projet. Et l'équipe Studio Clémy en fait partie, et des coordonnateurs d'ailleurs, Clémy qui sont ici présents, participent aussi au projet. Et c'était important pour nous d'entrer dans cette dynamique-là, quoi. Parce qu'en fait, on produit beaucoup, on est très content, hein. Là, c'est comme quand on nous donne des chiffres. Tant d'élèves ont été formés, tant de profs ont fait... Ouais, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est fait en termes de qualité et comment on peut éventuellement remédier à certaines choses, en tout cas soutenir l'action éducative. Donc voilà, ça c'était l'objectif. Et du coup, pour cette enquête, ce qu'on a fait, bon, ça n'a pas été quand même une grande partie de plaisir au départ parce que justement, on savait pas trop temporellement aussi comment s'en sortir. C'était quand même pas simple parce qu'il faut identifier des gens qui utilisent la BD et au final, on a fait autrement. C'est-à-dire qu'on s'est dit que c'était nous qui allions, entre guillemets, imposer la bande dessinée dans les contextes. Et c'était à partir de là qu'on allait recueillir des données. Donc l'idée, c'était comment cette ressource, elle peut aussi faire émerger des représentations d'acteurs. Alors ce qu'on a fait, parce qu'on a fait un travail sérieux, je crois, malgré tout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment essayé d'avoir un protocole, alors relativement commun, mais relativement, puisque comme l'a dit Virginie, on était quand même dans des contextes assez différenciés. Donc il y a un protocole qui en fait a été un protocole assez... j'allais dire classique, c'est tant est que ça existe, mais d'enquête, que donc moi j'ai coordonné et mené aussi en partie, hein, ainsi que mes étudiants, et ça j'insiste, non pas pour que ils bossent à ma place, hein, puisque je précise que j'ai fait la moitié des entretiens aussi, moi-même, mais parce que dans le cadre des formations MEF, en fait, en documentation, la formation à la recherche par la recherche a du sens, et que en tant que professionnel, prof doc en l'occurrence, hein, puisque c'est ça, je trouvais que c'était intéressant d'arrimer en fait le travail de formation à la recherche sur quelque chose de très très concret. Et puis ils ont eu la chance, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent maintenant aujourd'hui, de rencontrer Dominique Cardon, de participer au projet du coup de facto et de se sentir du coup très impliqué aussi, et la chance de voir aussi très concrètement un protocole d'enquête se mettre en place et l'éprouver, ce qui leur a permis aussi après d'ailleurs de réussir leurs propres enquêtes pour leur mémoire, puisqu'on a aussi cette dimension-là. Voilà. Alors ce qu'on a fait du coup, c'est que avec les étudiants, on a réalisé, alors ça c'est vraiment sur une idée de Virginie d'ailleurs, hein, moi j'insiste toujours parce que c'est vrai, on a réalisé des petits autoportraits avec des questions guidées et les élèves du coup donné des sortes de petites informations sur eux, notamment sociologiques, hein, et dans le rapport au smartphone, à l'écrit. Ensuite, il y a eu ils ont lu la bande dessinée. Ensuite, on a mené des entretiens collectifs avec eux, des entretiens avec peu d'élèves. Hein. Je rappelle que c'est aussi des étudiants qui doivent apprendre à faire des entretiens collectifs, donc il fallait pas les envoyer fallait que ça ait du sens, hein, que ça puisse les former vraiment. Et on a travaillé ensuite ensemble sur le traitement des données. Ils ont eux-mêmes traité leurs propres données. Par contre, après, c'est moi qui ai mené évidemment l'ensemble des codages et analyses nécessaires. D'abord parce que c'est pas aux étudiants de faire le taf, mais aussi parce que il fallait quand même qu'il y ait une forme de rigueur dans le traitement des données et qu'on peut pas être 45 à traiter des données, quoi. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est le côté protocole classique Université de Lorraine, on va dire. Et puis le protocole Clémy, on va l'appeler comme ça. Où là, on était donc avec un format d'intervention recherche dans la classe. Et donc là, les échanges ont été menés davantage par Virginie, Thomas et des journalistes, dans mon souvenir, hein, avec l'ensemble des groupes classes et la possibilité de revenir sur les autoportraits qui ont pu être d'ailleurs réalisés à l'écrit ou en capsule audio. On a récupéré à chaque fois l'ensemble des données. Donc on a à la fois les capsules audio, quand ça a été fait en audio pour les autoportraits, et les autoportraits écrits de chaque élève, et on a les entretiens collectifs avec aussi tous les élèves. Ce qui nous donne un total de 252 ados de 11 à 18 ans. Vous avez devant vous donc le tableau récap, hein,
avec donc d'un côté les élèves du 6e de la 6e pardon, au BTS, et puis de l'autre 120 élèves de 3e pour le protocole entre guillemets Clémy. Voilà. Alors évidemment, il y a plus de détails sociologiques à gauche qu'à droite, mais ça c'est juste lié en fait au contexte d'enquête qui était évidemment très différent et qui font que de notre côté, on avait plus facilement accès en fait aux détails sociologiques, et puis ça faisait partie de la commande aux étudiants, donc ils n'ont pas ils n'ont pas eu le choix. Donc voilà, ça vous donne une représentation. Et alors on peut s'étonner que pour Juliette, qui apparaît plutôt destinée à des enfants, on ait fait le choix d'aller voir des lycéens et des BTS, mais c'était un choix conscient. Alors pour le coup, qui est lié aussi à l'expérience de grandir informé et autres, c'est-à-dire que c'est hyper intéressant aussi de voir quels regards peuvent porter des plus vieux sur une ressource et en quoi cette ressource fait écho malgré tout à leur expérience. Et en fait, les données lycée sont aussi hyper intéressantes. Alors cette ressource médiatrice, je rappelle juste, et là c'est une question de réception, on a travaillé sur la réception de cette ressource. Je rappelle que c'est un dispositif narratif qui a vraiment été conçu parce qu'on voulait faire écho au quotidien. Trop souvent, en fait, on voit et ça c'est vraiment en lien avec les situations de formation en EMI aussi qu'on met en place. Trop souvent, on fait des formations ou des séances en EMI qui, en fait, je suis désolée, mais sont complètement plaquées et artificielles et ne correspondent absolument pas au quotidien d'un gamin de cet âge-là. Et donc on se dit, évaluer le conflit israélo-palestinien, excusez-moi, je sais que c'est très important, mais il n'empêche qu'à 12 ans, d'abord, c'est compliqué, et ensuite, c'est quand même pas la préoccupation quotidienne de cet enfant. Et donc, en fait, c'est extrêmement compliqué pour lui d'arrimer des apprentissages à une situation qui pose plein d'échelles de difficultés. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut juste dire qu'il faut le faire autrement. Et que là, comme on était sur une ressource destinée aussi, disons-le, à être elle aussi feel good. D'ailleurs, on a un jeune un lycéen, pardon, qui dit justement qu'elle est feel good comme ressource. Et on a trouvé ça plutôt chouette. Et donc, là aussi, on a fait le choix du coup d'un scénario du quotidien juvénile. Juliette, elle doit faire une pièce de théâtre, elle panique. C'est le quotidien de l'ado, en fait, qui a quelque chose à faire. Et ça va permettre, en fait, de concentrer toutes les situations possibles. Enfin, c'était un peu ça l'idée. Et pour le coup, les adolescents qui ont fait des retours ont été unanimes sur cette situation-là. On n'en a pas un seul qui nous dit qu'il s'est pas senti concerné par la situation. Et donc ça, pour le coup, évidemment, on était quand même plutôt contents. Parce que ils ont tous dit, c'est banal en fait. Sa vie est banale, elle est comme moi. Et le fait que sa vie à Juliette soit banale, en fait, ça renvoie effectivement à la quotidienneté d'une expérience informationnelle, d'une expérience numérique aussi. Le smartphone est un objet banal, banalisé aussi dans la vie de tous les jours, et c'était à ça qu'on souhaitait faire référence. Alors je vous ai mis aussi, et pour le coup je pense que dans le rapport d'analyse on le gardera en entier, l'extrait de Capucine. Alors Capucine, ça fait partie des pépites en recherche, on appelle ça des pépites, des trucs où on se dit, plus que tout là, paf, il se passe quelque chose qui est trop chouette. Et Capucine, en fait, elle nous a fait un autoportrait écrit. Et en fait, en lisant l'autoportrait, c'est impressionnant ce qu'elle écrit, c'est qu'elle explique tout ce qui, page par page, dans la BD, fait écho à elle, en fait. Et elle conclut en mettant, en fait, la BD, elle aurait pu s'appeler Dans la tête de Capucine. Et là, je me suis dit, waouh. Et j'ai écrit à Virginie en mettant, une pépite. Donc voilà, et ça, c'est hyper important parce que ça reflète, pour le coup, le sens du dispositif narratif. Ce qu'on a aussi, ce qui nous importait beaucoup dans Juliette, c'était évidemment aussi de donner la parole. Et on s'était posé cette question, on avait beaucoup réfléchi aussi là sur les débats entre les mini-Juliette, c'est-à-dire le fait de faire aussi des parties un peu décrochées qui permettaient de faire une transition d'une thématique à l'autre, en convoquant en fait une Juliette avec plein de ressentis et de débats en fait dans sa tête. Et là aussi, on voit l'efficacité en fait du dispositif et la volonté de réflexivité dont nous font part en fait les enfants et les adolescents qu'on a rencontrés, enfin les ados parce qu'ils ont 11 ans quand même. Et ça c'est intéressant. Je me suis pris au jeu
il y a tout un champ lexical du jeu, en fait, qui traverse les discours, avec donc derrière la notion de plaisir aussi, hein, de plaisir à lire, de plaisir à s'interroger, et de plaisir aussi à apprendre. Et ça, pour le coup, moi, j'avoue que j'étais un peu surprise parce que on en avait parlé quand on avait conçu la BD, hein. J'étais un peu, voilà, je savais pas trop quoi faire de cette histoire de page pédagogique, donc en l'occurrence, j'avais quand même rédigé avec Virginie, mais voilà, on se disait moi, j'ai toujours trouvé ça un peu pénible, en fait. Vous savez, les ressources éducatives qui font vraiment, en gros, attention, école. Voilà. Et en même temps, il faut pas mentir. Oui, c'est scolaire, et oui, c'est bien de scolariser aussi des choses, en fait. Et là, on s'est rendu compte que finalement, c'était bien plus lu qu'on ne le pensait. Et ils ont beaucoup appris de choses, en fait. Ils racontent qu'ils ont appris des mots. Alors, le terme de nomophobie, par exemple, hein, c'est vraiment ce qui revenait beaucoup. Pouvoir mettre des mots sur des processus, en fait, hein, qu'ils vivaient, qu'ils ressentaient. Et puis, pouvoir comprendre pourquoi c'était difficile de s'arrêter sur le smartphone. Pouvoir, en fait, pouvoir comprendre permet d'avoir une forme de maîtrise. Ou en tout cas, de comprendre pourquoi c'est si compliqué de ne pas avoir la maîtrise. C'est déjà ne pas subir, en réalité. Et là, on le voit de façon très très nette, et c'est très visible chez les élèves de collège, qui vraiment là mettent les mots sur ça et disent vraiment, bah oui, là pour le coup, ça c'est un apprentissage qui m'a été utile. Alors ce qui nous a marqué aussi, enfin ce que j'ai essayé de faire quand j'ai fait les codages, c'est que je me suis demandé sur les 5 thématiques qui étaient utilisées dans Juliette, lesquelles revenaient le plus, faisaient le plus écho à leur expérience, puisque c'est vraiment ce qu'on leur a demandé lors des entretiens. Et donc en fait, ce qui revient en premier, la thématique qu'ils retiennent de la bande dessinée et qui les intéresse le plus, c'est la question en fait de la nomophobie. La seconde, c'est la question de la captation en fait de l'attention et pas des données. Attention, c'est pas la même chose, hein, évidemment. La captation de l'attention, la surcharge cognitive, la question des notifications. Ensuite, mais beaucoup plus loin, arrivent les publications en ligne, la question de l'identité numérique, mais ça arrive beaucoup plus loin. Donc ça nous renseigne aussi sur la perception de la ressource, hein. Encore plus loin, la question des algorithmes et des traces. Alors, qui revient, mais ils disent, bon bah oui, voilà, ok, on est tracé, enfin c'est pas, ça les préoccupe pas tant que ça, hein, voire pas du tout, clairement. Et, je suis désolée pour de facto, hein, mais en dernier, mais on le savait en le faisant. On le savait en le faisant, on rappelle que la BD n'a pas été conçue pour de facto non plus, hein. Donc ça c'est important, on le savait en le faisant. La question de l'évaluation, de la vérification de l'information n'est pas centrale dans la bande dessinée et n'est pas liée directement au smartphone, ce qui explique parfaitement, hein, que ça arrive à la fin, mais je sais que là pour le coup je sers pas la soupe, mais je suis désolée, mais voilà, c'est une réalité pour ce qu'on a vu. Alors pour conclure, parce que nous avons pile 15 minutes, donc pour conclure, des enseignements qu'on tire pour une EMI qu'on appellerait, enfin en tout cas que Isabelle, Virginie, Lucas ont validé tel quel, hein, quand je vais balancer le diapo, donc on va dire à nous, collectif, quoi. Une EMI qui serait sociale et proactive, hein, qui donne en fait le véritable pouvoir d'agir, hein, c'est un peu un mantra aujourd'hui, mais en fait il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur ça, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça donne vraiment la capacité à agir et le savoir-pouvoir d'agir. Moi, j'insiste beaucoup sur le savoir-pouvoir d'agir, c'est-à-dire que pour agir, il faut savoir qu'on peut le faire et il faut savoir tout court des choses, très concrètement. Et là, c'est quand même ce que, je trouve, l'enquête nous montre dans ce qu'ils nous disent, hein. Et donc, des principaux enseignements, déjà, c'est de créer des espaces de dialogue et de mutualisation qui soient respectueux des expériences des autres. Ce qui était frappant, encore une fois, en fait, finalement, c'est que à travers les retours sur la bande dessinée, ils nous parlent beaucoup de eux, de la violence des propos des adultes à leur égard, une fois de plus, en fait, hein, et du besoin de légitimer leurs pratiques et leurs usages. Vous le voyez là à travers Vincent, qui en plus, c'est intéressant, hein, fait référence au grand oral, qui est quand même aussi ce vers quoi notre Juliette se projette à la fin. Donc c'est intéressant de voir aussi comment lui raccroche à l'expérience du personnage. Le pas la peine de s'inquiéter évidemment est intéressant.
Je vous laisse savourer Léa, hein, parce que en plus, je peux pas trop vous lire, parce que là, je suis complètement décalée, en fait, hein, très concrètement. Oui, mais c'est pas grave, vous savez lire. Enfin, on est quand même avec les coordonnateurs du Clémy, je pense que ça va bien se passer. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ils ont beaucoup insisté sur ce qu'ils appellent l'obsession de TikTok. Et moi vraiment, enfin, je pense vraiment faut qu'on en parle en fait, hein, de cette phase. Je suis désolée, mais posons les choses en fait. Enfin, stop en fait. Enfin, arrêtons de nous acharner, parce que en fait, en nous acharnant sur un outil, d'abord, on invisibilise le problème de tous les autres. On invisibilise le fait que cet outil-là est certes problématique, mais que donc d'autres peuvent l'être également. Et puis surtout, on est totalement en train, sans jeu de mots, hein, mais de faire écran à leur propre pratique. Ils ne nous parleront plus de ce qu'ils y font, puisque à chaque fois, ils seront condamnés d'y être. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de façon très très nette. Hein. Évidemment, ce qu'ils ont apprécié, et ça s'est vu à travers Juliette, enfin à travers les débats, mais aussi à travers en fait les échanges dans les classes, et c'est très frappant quand on écoute les audios d'échange avec les groupes classes, hein, c'est que ils ont été contents en fait de partager les expériences, de mutualiser des trucs et astuces. Il y en a qui parlent de petites recettes qui se donnent pour gérer les notifications, pour mieux absorber les images violentes, parce qu'ils les absorbent, hein, et ils les absorbent tout seuls, puisqu'ils n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Donc s'ils disent qu'ils y sont, ils vont se faire disputer. Donc ils ne le disent pas, donc ils se débrouillent entre eux. Oui. Et ça, ils le racontent beaucoup, en fait, à travers les échanges. Et là, ça nous donne des enseignements en EMI, plutôt que de patater, entre guillemets, comme on patate parfois les séances en EMI, ça, des temps où ils ont, en fait, de la réflexion. On parle d'intelligence collective, bah allons-y, en fait. C'est ça, en fait, c'est prendre ce temps-là nécessaire au partage. Donc voilà, et donc pour conclure, une EMI qui soit compréhensive, qui favorise le dialogue, l'intercompréhension, on va y revenir, je pense. Une EMI du quotidien et quotidienne, ce qui n'est pas la même chose, hein, avec le fait de s'appuyer sur des expériences sociales quotidiennes et pas d'aller chercher des choses qui en fait sont des préoccupations d'adultes ou des expériences d'adultes qu'on va plaquer à des gamins qui ont 11, 12 ans et pour qui les préoccupations sont de réaliser une maquette de Lego et on peut vérifier de l'information parce qu'on doit faire une maquette de façon correcte. Enfin, on peut investir des apprentissages notionnels, conceptuels, extrêmement importants sur la base d'expériences quotidiennes qui soient sereines aussi, hein, on va y revenir. Une EMI culturelle aussi qui dépasse le faire-faire. On a une espèce d'obsession du faire-faire. Faut produire, hein, faut avoir une production à la fin. Il faut que ça, voilà. Sauf que c'est pas parce qu'on fait qu'on a appris et compris ce qu'on était en train de faire. Et puis une EMI en capacitante qui met aussi en avant la joie, la chance de s'informer, d'avoir un outil d'accès à l'information qui soit pas trop bridé et qui et insister sur le fait que c'est une chance de prendre le risque aussi de s'informer et de se tromper finalement. Et c'est une chance parce que ça veut dire qu'on est responsable de l'espace qu'on investit, qui est un espace public, au service, on peut l'espérer en tout cas, du vivre ensemble. Alors, je vous propose de poursuivre l'échange avec Anne Cordier et puis on pourra poser toutes vos questions à la fin, même si j'imagine que ça vous brûle déjà les lèvres à ce stade-là, puisque c'est une dimension un peu programmatique de ce que va être l'EMI, qui fait écho d'ailleurs à ce que René Hobbs de l'Université de Chicago disait à la journée du 3 avril, c'est-à-dire que cette dernière décennie, l'EMI s'est beaucoup focalisé sur la production médiatique des élèves et qu'elle devrait, dans les 10 prochaines années, se focaliser davantage sur le dialogue, comment on engage, on favorise l'échange et la prise en compte aussi des émotions. Et ça pose tout un tas de débats voilà, et de questions qui font écho à celles qu'on se posait aussi hier soir sur voilà, ce territoire mouvant sur lequel on s'inscrit. Alors, on va parler maintenant de ton ouvrage Grandir informé, qui a été publié, que tu as publié 8 ans après Grandir connecté.
Ce qui est passionnant, c'est que tu construis une œuvre dans laquelle, dans Grandir Informé, tu as suivi 12 adolescents, que tu poursuis bien évidemment enrichi par d'autres terrains, par d'autres enquêtes, des centaines et des centaines d'adolescents et de jeunes et d'enfants que tu interroges. Mais néanmoins, cette spécificité construit quelque chose d'absolument captivant et passionnant. Alors, ça a été dur de faire un choix, mais on a 10 minutes pour en parler, donc on va parler de EMI, au hasard. Hein. Et moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est sur cette EMI que tes enquêtés ont pu recevoir ou pas, d'ailleurs, dans le cadre scolaire, et on parlera après de toutes ces écoles d'information qui existent en dehors de l'école. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces traces que cet enseignement leur a laissées? Alors d'abord, sans filtre, comme je sais que tu vas parler sans filtre, mais de toute façon, ça fait 40 ans que j'essaie d'en avoir. Alors, sans filtre, la première difficulté, c'est qu'en fait, ils n'identifient pas, ils ne conscientisent pas toujours les apprentissages en EMI. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont beaucoup dilués quand même aussi dans le parcours scolaire. Ils sont aussi, entre guillemets, parfois cachés par les personnes elles-mêmes qui les mettent en place, c'est-à-dire que on cache qu'on fait de l'EMI, ou en tout cas on ne l'annonce pas à l'élève comme étant prioritaire, parce que sinon, finalement, eh bien, les parents, parce que c'est quand même le paradoxe quand même actuel, hein, mais les parents tombent sur le dos de l'enseignant parce qu'il ne fait pas le programme, je cite. Hein. Et là, pour le coup, je vais prendre un exemple très très concret. Hein, la semaine dernière, en ce moment, je suis en classe je fais des enquêtes en classe de première et de terminale, et le professeur de français de la classe est absent pour le moment, voilà. Et ils se sont engagés dans un projet avec le prof doc en l'occurrence, sur la réalisation de scénarios en cinéma, mais tout ça dans la perspective du bac français, etc. Sauf que, eh bien là, le professeur documentaliste a dit, je continue de prendre les élèves, on continue le projet, lettre des parents à l'établissement pour mise en péril de la scolarité de leur enfant. Voilà, tout ça avec une certaine complicité de certains collègues aussi, bien sûr, hein, parce que de toute façon, la solidarité est quand même assez limite. Et c'est important, c'est-à-dire que c'est très significatif. Et le collègue m'a dit, tu vois, on le ferait pas à quelqu'un d'autre, on le ferait pas sur un autre objet. Et pourtant, il prépare à l'épreuve de français. C'est pas du tout un truc anecdotique, mais finalement, mettre en avant l'EMI, c'est prendre le risque, finalement, d'être considéré hors programme, ce qui est quand même assez paradoxal, mais il faut l'entendre, en fait, parce que c'est le quotidien des enseignants aussi. Ensuite, une difficulté à voir, parce que de toute façon, de fait, souvent, l'EMI, elle est arrimée à un programme scolaire, et du coup, c'est l'apprentissage scolaire qui prend le dessus, c'est l'apprentissage de la discipline qui va prendre le dessus, ne serait-ce que parce qu'il est aussi évalué. Alors certains parlent, et d'ailleurs dans Juliette aussi, certains parlent de journées où on leur a parlé des fake news. Alors très très franchement, c'est pas joli hein, ce qu'ils racontent. Et ils n'ont pas trouvé ça très très... Voilà. Ils se rappellent qu'on leur a parlé de ça. Et puis ce jour-là, il fallait faire attention, quoi. Voilà. Mais c'est tombé comme ça, et puis ils disent, puis après, la vie, elle a repris, quoi. Hein, et puis c'est comme ça qu'ils le racontent, vraiment. Hein. Donc il y a vraiment le sentiment d'opération de promotion qui tombe comme un cheveu sur la soupe, et ça, c'est un vrai souci. Alors néanmoins, et c'est pas pour le feel good, c'est parce que c'est une réalité. L'intérêt de l'enquête, je crois, en tout cas longitudinale pour le coup, c'est de sortir aussi de la photographie à l'instant T, qui fait qu'évidemment, et c'est quand même le problème des dispositifs qui évaluent les pratiques pédagogiques et les enseignements scolaires ou non, c'est qu'on est toujours sur du avant-après qui est extrêmement limité. Et ça n'a pas le temps d'infuser, et on n'a pas le temps en fait de prendre en compte une expérience plus globale. Et là, c'est ce que l'enquête, c'est vrai, longitudinale permet de voir, c'est des jeunes adultes qui en fait font référence à des apprentissages informationnels vécus en seconde, en première, voire parfois au collège, et qu'ils ont convoqué
lors de situations qui nécessitaient en fait ça. Je prends l'exemple tout bête entre guillemets, mais l'exemple de ces élèves qui arrivent à l'université et qui, lors d'un des premiers travaux demandés, c'est de faire un exposé, et la moitié du groupe de TD se fait descendre par les enseignants parce que il n'y avait pas de bibliographie, il n'y avait pas de citation des sources, etc. Et ces élèves-là qui me disent, moi, j'étais tranquille, je me disais, avec monsieur, donc leur prof doc, en l'occurrence là, il nous en avait tellement parlé, c'était pénible, hein. Mais alors tout de suite, j'ai le réflexe. Et pourtant, quand je les ai interrogés en première ou en terminale, je les avais suivis, ils n'avaient pas le réflexe, ils n'en parlaient pas eux-mêmes et ils n'avaient pas vu ça comme un apprentissage. Mais trois ans après, ça revient. Ça, c'est quand même le côté très important à avoir en tête quand même. Donc ça pose la question aussi de la progressivité, de la lisibilité, puisque dans ton livre, ce qu'on constate quand même, c'est des expériences parsemées, déconnectées les unes des autres et qui ne font pas sens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont tu le lis aux autres écoles de l'information. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Oui, ça c'était important pour moi, c'était d'être vraiment dans la classe, hors la classe. Parce que les pratiques d'information, c'est des pratiques sociales et donc elles ne se développent pas que dans la classe, voire même elles se développent essentiellement en dehors d'ailleurs. Et on voit beaucoup d'apprentissages informationnels qui se font dans ce que j'ai appelé des écoles de l'information, alors qui vient aussi d'un propos d'une jeune fille, Julie, qui en fait est militante dans une ligue antifasciste. Je l'apprends assez tard par rapport au moment où j'ai commencé les enquêtes avec elle, parce que il faut le temps d'avouer qu'on est militante dans une ligue antifa, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, c'est une vraie école de l'information. On y apprend des répertoires de pratiques, des sources, parce que il y a un discours militant à tenir, et donc ils ont des sites de référence avec alors on parlerait aujourd'hui d'éléments de langage, mais le terme d'éléments de langage, ça appauvrit l'argumentation. Là, en fait, oui, ils apprennent des argumentaires, en fait, ils les développent. Et donc, c'est hyper intéressant de voir ces écoles auxquelles on ne pense pas et qui, en fait, existent, sont complètement non formelles, liées à des centres d'intérêt. Ça marche avec ça, comme avec Zoé, qui est fan d'une communauté d'animés et qui, entre fans d'animés, finalement, mutualise, apprend des références culturelles, des manières de s'informer. La question, c'est quel pont entre toutes ces écoles. À l'intérieur même de l'école, avec un grand E, on a du mal à faire des ponts, mais on a aussi du mal à penser les ponts entre les différentes expériences. Exactement, pont qu'on pourrait qualifier d'espace de coéducation, et dont on pourra parler dans 5 minutes. Avant de conclure, c'est très frustrant, mais il faut quand même avancer dans le temps. Tu portes aussi une vision très exigeante et t'hésites pas aussi à être très critique, notamment à l'endroit du ministère, de ce qui est porté. Donc, je vous invite à le lire directement. Tu dis à un moment justement qu'il faut, soyons à la hauteur des enjeux sociaux, culturels et politiques. Tu dis, il est temps d'être à la hauteur, surtout pour les élèves. Et puis tu tacles un certain nombre de dispositifs institutionnels, des circulaires qui n'atterrissent pas toujours dans le réel. Alors on profite que tu sois là. Pour toi, qu'est-ce qui serait aujourd'hui nécessaire, même si je sais que c'est un peu inconfortable pour le rôle de chercheuse dans lequel tu es, de peut-être t'exprimer d'un point de vue peut-être un petit peu plus politique. Quelle est ta vision de cette EMI et de cette... qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être à la hauteur ? Alors déjà, te dire que je trouve pas ça inconfortable, parce que si je suis devenue chercheuse, c'est pour pouvoir justement sortir de l'obligation de réserve de l'enseignant du secondaire, même si bien sûr on a des espaces d'expression et je les ai, je crois, assez largement investis quand j'étais prof doc, mais il n'empêche, être chercheur, c'est être engagé dans la cité et au service de la cité, donc ça me gêne pas, et puis je trouve que c'est important parce que c'est étayé par la recherche. Et clairement, c'est pas de l'idéologie, c'est étayé par la recherche. Ça, c'est important par contre. En fait, moi, ce qui me... La première chose
qui me travaille justement, c'est le lien aussi entre recherche et politique, c'est-à-dire qu'on montre très clairement des éléments. Par exemple, on a démontré, et on a été un grand nombre de chercheurs à démontrer l'efficacité d'un dispositif comme les travaux personnels encadrés en lycée. Hein. Ça vraiment, ça a été démontré. Enfin là, vraiment, il y a pas de problème, il n'y a pas de doute sur ça. Il n'empêche qu'on fait disparaître le dispositif. Et qu'il n'a jamais trouvé d'éléments de remplacement. Hein. Faut arrêter de dire oui, on essaye. Alors oui, on essaye avec le grand oral, etc. Mais c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Donc, s'appuyer sur la recherche et ses enseignements, celle qui est là, au plus près du terrain, pour concevoir et reconnaître en fait l'efficacité de dispositifs institutionnels, ça me paraît déjà voilà. Ensuite, une deuxième chose, c'est que moi j'ai beaucoup évolué sur cette question-là, je l'avoue, alors aussi parce que je suis une ancienne prof doc et qu'il y a une problématique aussi professionnelle, je pense. Donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup évolué sur ça. Mais je ne crois pas en l'institutionnalisation par une discipline. Ce qui quand même peut perturber parce que j'ai parfois été dans un mouvement inverse et que je sais que c'est très confortable de dire ça quand on n'est plus H24 dans un établissement scolaire à se battre pour avoir des heures et que je pense que mon collègue prof doc la semaine dernière, c'est d'ailleurs une des premières remarques qu'il m'a dit, hein, c'est tu vois, j'aurais une discipline. Personne, jamais n'aurait cette idée de me dire que je prends du temps sur les autres. Bon voilà, donc ça j'y crois pas. Par contre, des temps, des vrais temps, et qui eux soient formalisés, éducation aux médias et à l'information. J'y crois beaucoup plus, exactement sur le même modèle que le lycée professionnel, en fait, hein, que l'enseignement agricole, excusez-moi, excusez-moi, oui, il y a eu que l'enseignement agricole. Des modules en fait, hein. Il y a d'ailleurs des modules qui s'appellent information-communication, donc ça s'appelle le rêve quand même, avec de l'interdisciplinarité. Et j'insiste, avec de l'interdisciplinarité. L'EMI perdrait énormément à être quelque chose qui tournerait en roue libre en fait, dans le vide, tu vois, parce que finalement c'est pas la même chose d'analyser un document, une information, de communiquer en histoire, en SVT, en sport, et que c'est cette richesse-là qui fait, en fait, aussi la richesse des expériences et des échos. J'aime bien le terme Armand Troza, de résonance. Et d'entrer en résonance, c'est par toutes les petites portes possibles. Donc, ouais, des modules. Alors, il faut beaucoup de moyens pour ça. Enfin, en tout cas, il faut se donner les moyens, mais on se les donne bien pour d'autres choses. Et comment tu envisages le rôle du professeur documentaliste alors dans ce... J'aime bien le appliquons la circulaire de mission. En fait, la circulaire de mission est extrêmement claire. Hein. Maître d'œuvre. Alors, est-ce qu'on la connaît par cœur, sa circulaire? Ah, d'accord. Non, mais maître d'œuvre d'une culture de l'information et des médias pour tous les élèves. Et attention, dedans, c'est bien écrit, spécialiste de l'éducation aux médias, à l'information. Il n'y a pas de... En fait, le rôle du prof doc, il est là, c'est le spécialiste, ce qui n'empêche pas que d'autres enseignants s'emparent de l'objet, mais de la même manière qu'un professeur de français, je suis désolée, est le spécialiste du lire-écrire, ce qui n'empêche que tous les enseignants sont concernés par le lire-écrire. En fait, l'institution en fait, provoque des nœuds au cerveau qui n'y a pas lieu d'être, en fait, qui n'ont pas lieu d'être. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, on va enchaîner. Il y a un sujet, comme tu sais, qui me tient beaucoup à cœur, c'est la place des familles dans les pratiques informationnelles. Et on fait le lien avec ton deuxième ouvrage. Et notamment, tu le dis dans Grandir informé, c'est le deuxième chapitre, si mes souvenirs sont bons, Une affaire de famille, où tu dis que le cercle familial est le premier lieu des transmissions des pratiques informationnelles. Et dans cet ouvrage, Les enfants et les écrans que tu as coordonné avec Séverine Erel, où vous déconstruisez grâce à des publications d'auteurs et d'experts, 10 mythes sur les pratiques numériques des jeunes. Alors, et tu reviens aussi sur le concept de panique morale qui a été la notion qui a été élaborée par ce sociologue britannique Stanley Cohen dans les années 70, il me semble. Est-ce que tu peux revenir sur la définition de cette notion et surtout nous dire, selon toi, comment elle résonne
aussi avec les débats médiatiques actuels sur les écrans. Oui, alors en fait, la notion de panique morale, moi je m'y suis intéressée il y a longtemps parce qu'en fait c'était pour essayer justement de comprendre cet acharnement, entre guillemets, sur la jeunesse à travers les objets techniques. Et en fait, c'est une anthropologue, en fait, Geneviève Bell, qui l'avait remise en fait un peu en avant et qui disait que c'était anthropologique d'avoir, dès qu'il y avait une innovation, un objet technique, une crispation autour des publics considérés comme fragiles dans la société. Et Geneviève Bell, elle dit cette crispation, elle concerne 2 publics considérés comme fragiles dans la société, tenez-vous bien, les enfants et les femmes. Et donc à chaque fois qu'il y a un objet technique qui arrive et qu'il peut être signe d'émancipation ou de disruption, on dirait aujourd'hui, pour les enfants et ou pour les femmes, on a avec Moulinex, on a eu ça aussi, et ben en fait, il y a une panique morale qui se met en place. Sachant que ce qui peut paraître émancipateur à une époque, évidemment, ne l'est pas à une autre. Ça, on est tous d'accord, parce que là, on est tous en train de vous dire Moulinex, mais il fut un temps où Moulinex, c'était chouette. Donc voilà. Et en fait, la panique morale, alors, ce que Stanley Cohen montre, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est un ensemble, finalement, de peurs qui vont se cristalliser autour d'un phénomène ou d'un objet dans lequel on voit la perte d'un lien social, une dégradation de façon générale des mœurs d'une société. Et ça, c'est important, cette question de dégradation des mœurs, en fait. Une dégradation des liens sociaux et aussi de l'intelligence des individus. Et en fait, se mettent en place, lorsque des paniques morales commencent à diffuser, ce qu'il appelle des entrepreneurs moraux, qui en fait vont brandir un ensemble d'arguments, en tout cas de soi-disant faits, sur le mode rien ne va plus, c'était mieux avant, dégradation. Donc je pense que vous avez tous en tête un ou plusieurs entrepreneurs moraux qui méritent pas d'être cités parce qu'ils le méritent pas et que moi je n'ai pas à me positionner vis-à-vis de ces personnes-là. Avançons en fait, donc c'est beaucoup plus intéressant d'avancer que de chercher systématiquement à les combattre. On les combat par l'intelligence du terrain en fait. Et nos enfants et nos adolescents sont d'ailleurs les premiers à les combattre finalement et à montrer que ils les dépassent largement. C'est ça qui est rassurant. Et c'est d'ailleurs ce que Stanley Cohen montre en fait, c'est qu'au final l'objet va se diffuser. Par contre, la question, c'est comment une société crée du collectif autour, malgré tout. Et c'est pour ça qu'on voulait rentrer sur l'histoire des mythes. Ce qu'on a fait avec Séverine, c'est qu'on a d'abord travaillé sur des corpus médiatiques pour voir en fait ce qui revenait comme mythe le plus souvent autour des écrans. Et après, on est allé chercher des collègues aussi pour créer un collectif qui soit... qui est, je pense, en fait, quand même, relativement solide, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de personnes qui avaient des travaux ancrés dans l'historicité sur le sujet et pas qui publiaient une fois un livre sur la télé, une fois un livre sur un régime, une fois un livre sur les écrans, une fois un livre en sociologie de la lecture. Enfin, voilà, on a pris des gens qui bossent dessus depuis longtemps. En précisant une dernière chose aussi, c'est que les entrepreneurs moraux ont des intérêts financiers souvent dans la panique morale. Et c'est aussi pour ça que les enfants et les écrans, nous ne touchons absolument rien sur la vente du livre, puisque l'ouvrage, les droits d'auteur sont répartis entre une association, les Petits Doudous, de soins hospitaliers appuyés sur les objets connectés pour les enfants, et la Quadrature du Net, pour la défense d'un espace souverain numérique. Bravo. Merci de le rappeler. Néanmoins, ces entrepreneurs moraux ont une audience, une influence, un impact, notamment sur le politique envisagé dans cette dimension exécutive. Tu as dû voir la commission là, qui vient de se monter, dans laquelle il y a
un équilibre des forces qui peut être questionné. Donc, bien que nous, avec les MISUP, on ambitionne à notre niveau aussi de pouvoir participer à ce mouvement que tu appelles aussi de mettre les chercheurs au profit aussi de la validation d'un certain nombre d'actions de terrain pour faciliter la clarté en fait aussi des actions qui doivent être menées. Comment, selon toi, on déploie ces espaces de coéducation pour faire vivre une éducation média à l'information qui est plurielle et qui est surinvestie par une diversité d'acteurs de santé, éducatifs, médiatiques? Alors, je crois qu'en fait, on devrait prôner la même bienveillance envers les adultes qu'on la prône envers les enfants et les adolescents. Déjà, parce qu'en fait, les parents eux-mêmes ont des expériences numériques et informationnelles, et puis des essais-erreurs, quelque part, qui mettent en place. Et moi, je suis très favorable, en fait, à ce qu'on puisse créer des espaces où on puisse échanger avec les parents en les informant, mais de façon digne, non lucrative. Et j'insiste, parce que le nombre d'ateliers parentalité qui quand même, alors en dehors du fait que les gens se font payer 1 000 €, 1 500 € pour ça, parce que c'est ces tarifs-là, et qu'à un moment il faut le dire, que c'est ces tarifs-là que ces gens-là réclament, et que je trouve que c'est un peu cher. Et puis que ça dit beaucoup de choses. Et je pense que c'est important de créer des espaces où on va, et c'est pour ça que c'est important le rôle aussi du chercheur dans la cité, quoi, où on va expliquer, faire de la pédagogie dans le bon sens du terme, et puis rassurer aussi les parents sur la façon dont ils se positionnent, parce que il faut arrêter aussi de présenter les parents comme complètement démissionnaires. Il faut aussi arrêter de présenter les parents comme s'ils avaient 85 ans. Moi, je comprends pas cette façon qu'on a de tout le temps de dire « Ah oui, parce que les parents aujourd'hui… » Je me dis « Mais les parents aujourd'hui, les parents d'ados aujourd'hui, en fait, ils étaient sur Facebook. » Ça veut dire qu'il faut arrêter. Et puis, il faut arrêter de dire que parce qu'on n'a pas connu un espace, on n'est pas digne d'accompagner son enfant sur cet espace. Parce que, ou c'est pareil pour les enseignants. Parce qu'à ce rythme-là, on peut jamais, on peut rien faire. Ou alors, faut bloquer le temps définitivement. Donc, ça fonctionne pas. Donc, de la coéducation, pour moi, c'est ça. C'est aussi, et ça, j'y tiens en fait beaucoup, dans les établissements scolaires, permettre aussi que les parents prennent la mesure des pratiques et des expériences de leurs enfants. Et ça, en fait, c'est trop peu souvent fait. Des restitutions où les parents voient, c'est bête, mais voient ce que leurs enfants font. Non pas pour dire « Regardez ce que vos enfants font, regardez comment on a bien travaillé, nous, en tant qu'enseignants », mais pour en discuter, là encore, le partage, en fait. Que les parents prennent la mesure de ce que les enfants renvoient de leurs expériences à la maison, des inquiétudes et des craintes, et qu'on puisse faire médiation, pour le coup, autour de ces sujets-là. Ça me paraît essentiel. Ce qui engage une forme de révolution sur les relations famille-école, qu'elles ne soient pas laissées aux portes des établissements scolaires et que les établissements scolaires soient aussi en mesure d'accueillir les familles. Mais ça, c'est un sujet pour les 10 prochaines années auquel on peut se consacrer. Merci beaucoup. Peut-être maintenant, on va vous laisser poser vos questions. Merci. Et en fait, on n'a pas vraiment ces collèges-lycées. Sur le premier degré, on a vraiment des enseignants encore plus désemparés. Il n'y a pas de prof il n'y a pas de référent génie, ils sont vraiment tout seuls. Et en fait, on a peu d'infos sur les pratiques du coup de ces jeunes-là. Et donc, pour s'accrocher à leur quotidien, c'est quand même super difficile. Donc, pourquoi ? Alors, c'est intéressant, c'est le pourquoi. Puis après, je vais quand même te rassurer un peu. Sur le pourquoi, en fait, alors moi, j'ai beaucoup réfléchi, notamment pour Grandir Informé, puis parce que j'ai porté avec André Tricot un GT Num avant Émilie qui s'appelle Hélène,
Oui, parce que moi je donne des prénoms d'enfants et d'ados, parce que la recherche ça s'incarne. Donc on cherche toujours des acronymes qui veulent dire quelque chose. Donc Hélène, enfance et littératie numérique. Et parce que justement, on s'est rendu compte de cette absence, en fait, d'éléments concrets sur ce que faisaient les enfants. En fait, on a du temps d'écran, hein. Ça on sait, c'est bon, on a compris. On a de l'équipement, au meilleur des cas, mais finalement pas rien sur les activités, en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, là encore, c'est quand même d'abord et avant tout une conception de l'enfant. C'est-à-dire qu'on considère que l'adolescent s'autonomise et a une personnalité. Et d'ailleurs, regardez cette phrase qu'on dit souvent quand même. Ah ben oui, il commence à s'affirmer. Bah oui, il commence à devenir ado. Comme si avant, l'enfant n'avait pas de personnalité, pas de goût, pas de centre d'intérêt, pas d'aspiration, pas d'envie. Et ça, c'est tellement ancré qu'en fait, on n'imagine pas que l'enfant a des territoires, investit des territoires ou des niches, des interstices d'épanouissement ou de déviance aussi, hein, clairement, et de détournement, etc. C'est vraiment un premier élément et qui est essentiel. Et qui est essentiel parce que c'est aussi ça que relaient les politiques publiques sur les enfants, qu'on considère comme incapables de faire des choix en conscience, d'avoir une réflexivité. Donc c'est la première raison pour laquelle, très clairement, on n'a rien sur les enfants. La deuxième raison, c'est que c'est compliqué d'enquêter auprès des enfants. Alors c'est pas simple auprès des ados, mais auprès des enfants, pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est vraiment des techniques d'enquête particulières, parce que quand ils sont plus jeunes, ça demande en fait une adaptation du langage, une adaptation des techniques d'enquête auxquelles les chercheurs sont habitués. Et ouais, en dehors des cercles psy, hein, mais je parle de chercheurs, pas de cliniciens hein, qui parlent à un enfant, voilà. Et du coup ça c'est exigeant et ça demande beaucoup plus de temps. Moi je sais que quand j'ai commencé justement à aller vers le public primaire, et c'est le cas dans le Grandir informé, et ben ouais, j'ai beaucoup retravaillé mes propres techniques d'enquête et je me suis beaucoup interrogée sur les façons de recueillir des données avec des enfants qui ont 5 ans ou 6 ans, qui savent donc pas forcément lire, en fait, ou écrire de façon, j'allais dire correcte, ce qui est normal, en fait, en soi. Donc voilà. Par contre, on a quand même des données qui commencent à arriver et puis qui vont arriver encore plus là. Et donc dans le GTNUM Hélène, par exemple, on a fait une grosse enquête aussi, alors auprès des enfants et auprès des parents. Auprès des parents, on est sur du quantitatif. On est à plus de 2000 parents qui ont répondu à l'enquête sur les compétences de leurs enfants. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on les a interrogés aussi sur leurs besoins. Et la première compétence, on s'est basé sur le CRCN volontairement pour faire l'adéquation entre les exigences scolaires et les attentes parentales. Hein. Et la première compétence qui revient, c'est la recherche d'information et l'évaluation de l'information. La première compétence que les parents identifient comme étant un besoin essentiel pour leur enfant dans l'apprentissage scolaire et aussi personnel, et face à laquelle les parents se sentent un peu plus démunis que les autres, c'est la question de la recherche d'infos et de l'évaluation de l'info. Et pour les enfants, oui, ils ont plein de pratiques informationnelles et c'est pour ça qu'on a lancé derrière le GTNUM Émilie. Parce que justement, on s'est dit que fort de ces résultats-là, on pouvait montrer très concrètement en fait, aux financeurs, hein, c'est la direction du numérique pour l'éducation, leur dire, voilà, là il y a une vraie préoccupation sociale, c'est les parents, qui disent eux-mêmes qu'il faut faire quelque chose dans ce champ-là pour les élèves de cycle 2, cycle 3, et nous, on va s'y coller. Voilà, ça démarre. Il y a une enquête aussi que je vous invite à consulter, que tu dois peut-être connaître, qui a été réalisée par l'UNAF, où ils ont interrogé les parents sur ce que leurs enfants font sur les écrans, et ensuite ils ont interrogé les enfants sur ce qu'ils font sur les écrans, en termes de contenu, en termes de temps passé, en termes de ce que ça leur apporte, en termes de tout un tas de paramètres, et c'est absolument passionnant de voir le décalage qui existe. Alors évidemment, on est dans des biais déclaratifs, puisque en tant que parent, on déclare que son enfant passe 1 heure en notre présence
en regardant des documentaires éducatifs sur Arte, évidemment le dimanche après-midi. Mais voilà, enfin, je vous invite à la consulter, cette étude, elle est assez éclairante. Elle est de quand? C'était 2021. 2021, ouais. 2021. Ouais, c'est l'Open UNAF. C'est Open, l'Observatoire des pratiques parentalité. Oh là là. Numérique. Merci. Enfin, vous ferez un ensemble. Et puis UNAF, ouais. Je vous l'envoie sur la Discord. Et d'ailleurs, dans Hélène, on a fait on a fait un processus assez proche. Et ce qui était, alors nous, pas du tout sur les mêmes questions. Du coup, c'est vraiment des enquêtes complémentaires. Et en fait, on a interrogé les parents sur est-ce que votre enfant possède un compte sur un réseau social, oui, non, et tout ça. Et c'était très très intéressant d'avoir évidemment un non massif de la part des parents. Et puis nous en entretien, désolé, mais les enfants ils avaient des comptes. Enfin, ils nous ont montré des comptes. Et moi dès le CE1, dans les classes de CE1 où j'étais, j'avais des enfants qui me parlaient de comptes sur les réseaux sociaux. Alors qui me parlaient parfois surtout de voir ce que les grandes sœurs et les grands frères faisaient. Mais ce qui veut dire qu'il y a bien une pratique et une représentation du réseau social et qu'il y a une projection aussi dans le réseau. Là encore une fois, à laquelle les parents ne pensent pas du tout. C'était pas censé vous casser le moral, hein. Non, au C'est une contraire. donnée sociale. Denis? Une question sur, à partir de votre exemple du prof vilipendé par les parents parce qu'il ne faisait pas le programme. Je me demande si, peut-être une remarque, si on n'est pas non plus, s'il n'y a pas un problème d'explicitation de ce qu'on apprend à l'école auprès des parents. Par exemple, j'ai vécu cette expérience après l'affaire Samuel Paty, quand on a réuni les parents et qu'on s'est rendu compte qu'en fait les parents ne savaient pas pourquoi on leur apprenait ce que c'était que la liberté d'expression en France, par le dessin de presse, la caricature. Donc il y a peut-être des incompréhensions qui viennent de là aussi, et que peut-être faudrait-il être plus explicite sur ce qu'on apprend, et notamment en éducation de l'information. Voilà. Et puis l'autre question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que quand on fait des cafés des parents ou des réunions de parents dans l'établissement scolaire, ça empêche certains parents de venir parce que ils ont une vision de l'école qui est souvent un peu négative, et c'est justement cela qu'il faudrait atteindre peut-être. Oui, bien sûr. Alors, entièrement d'accord sur la question de l'explicitation. Il me semble que c'est un élément de réponse aussi sur la coéducation. C'est-à-dire que la coéducation, c'est déjà donner une grille de lecture du système et du parcours scolaire de son enfant aux parents. Parents, pas toujours enseignants. Et même quand il est enseignant, lui-même est perdu des fois dans comment le système fonctionne. Alors voilà. Et donc ça, c'est sûr. Et ça, oui. Fondamentalement, tant qu'on n'aura pas fait ça, il y aurait un problème d'intercompréhension en fait du système lui-même. Alors ensuite sur les espaces, moi je crois qu'il faut investir les deux parce que de fait c'est pas pareil d'intervenir en café des parents dans un établissement scolaire et en dehors et il faut effectivement penser les deux. Par exemple dernièrement j'étais à Burtzwiller qui est un quartier de Mulhouse. Je sais pas s'il y a des... J'ai travaillé là-bas. Eh ben voilà, donc j'étais à Burtzwiller, bravo. Non mais c'est important parce qu'en fait justement les collègues les personnes du territoire qui veulent œuvrer du coup pour de la coéducation sur le numérique disaient le problème c'est que oui les parents à Burtzwiller si on organise dans l'établissement ils viennent pas hein. Et je pense que tu confirmes. Ah oui, complètement. Voilà, merci. Et donc ils disaient voilà les parents viennent pas, ils franchiront pas la porte. Et donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a fait ça dans un centre qu'ils appellent, alors ils appellent pas ça un tiers-lieu mais un quart-lieu, voilà. Et oui, on est passé au quart-lieu, je sais pas quoi. Écoutez, moi j'apprends ça, j'ai appris ça aussi, je comprends, oui, j'ai pas demandé. Je me suis dit, Anne, c'est un autre sujet, voilà, ne nous dispersons pas. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que, alors on s'est retrouvé avec plein de mamans, alors ça aussi, c'est un vrai sujet. Et oui, j'insiste, c'est un vrai sujet, il y avait que des mères. Il y avait donc avec plein de mamans et c'était hyper intéressant aussi. On a passé une après-midi complète. Enfin, ça devait durer 1h30 et en fait elles sont restées 4 heures. Enfin, et c'était très très riche. Et je pense que là c'est essentiel, c'est que elles ne seraient pas venues dans l'établissement scolaire
Elles étaient quand même malgré tout sur leur territoire. Et puis il y a plein de petites choses à mettre en place, c'est-à-dire que quand les collègues m'ont expliqué, moi j'avoue je connaissais pas Bourtzwiller, mais bon, j'ai vite compris quand ils m'ont décrit, je connais plein d'autres endroits qui ressemblent à Bourtzwiller visiblement, et donc j'aurais tout de suite dit, je leur ai dit non mais ce qu'il faut faire c'est qu'il faut que les mamans arrivent avant, qu'elles s'installent, qu'elles discutent, qu'elles mangent ensemble, que voilà. Et puis moi je vais débarquer à un moment en fait. Faut que j'arrive une fois que le truc est fait. Faut pas que la chercheuse elle soit là. Et puis voilà, c'est pas possible en fait, parce que là il y a un effet d'imposition d'autorité qui est monstrueux. Et donc on a fait comme ça, et puis j'ai mangé de la galette avec eux. J'ai pas eu la fève, mais j'ai mangé de la galette. Et puis après, là on a pu enclencher, et ça a été extrêmement intéressant et riche. Donc il faut qu'on puisse investir tous ces espaces. Mais là aussi, je vais parler très pragmatiquement, hein, mais ça veut dire qu'aussi il nous faut du temps pour faire ça. Alors je dis pas que j'ai du temps, hein, du coup en l'occurrence, mais moi, je fais ce choix-là, je sacrifie des choses pour faire ce choix-là, qui n'est pas rentable, hein, parce que Bourtzwiller, on m'a payé le trajet. Bon, ils étaient sympas les gens, hein, c'était. Mais là, moi, je gagne pas 1 500 € à chaque fois que je fais une conf. Hein. Enfin, je gagne pas d'argent quand je fais ce genre de choses. Je refuse de me faire financer pour ce genre de choses, parce que ben voilà. Mais ça pose des questions, c'est-à-dire que l'on considère aussi l'université publique française pour ce qu'elle est. C'est-à-dire un espace où les conditions de recrutement sont extrêmement sévères et suffisamment pour que les gens, je suis désolée, hein, mais Isabelle, à un moment, il faut dire les choses, hein, pour que les gens compétents y soient et que les autres n'y sont pas, mais qu'on nous donne du temps pour venir faire ça, pour faire œuvre publique, en fait, pour pouvoir aider, former les enseignants, aider les parents, soutenir les associations d'éducation populaire. Enfin voilà, ça ne pourra se faire qu'avec un réseau qui puisse avoir le temps de s'engager et d'être engagé sur ces questions. Et le temps, c'est des moyens. Les moyens en Clémy, on en a plein. Nous, tu vois, c'est un foisonnement de ressources illimité, infini, d'un point de vue symbolique, mais on attend voilà, des annonces. Bon. Concernant les travaux de Stanley Cohen que vous avez cités, est-ce que vous avez d'autres exemples d'outils comme ça qui ont généré des peurs paniques? Parce que j'ai l'impression quand même, peut-être le smartphone, c'est peut-être pas un outil, enfin, c'est une révolution quand même. Et quel autre outil aurait créé ça? L'écriture, le livre de poche, le papyrus, la télévision, le cinéma, la radio, le livre écrit par les femmes, la poésie écrite par les femmes, le manga, le comics, la K-pop, la télé-réalité, en fait, voilà. Enfin, en fait, le flipper, puisque oui, Stanley Cohen, c'est ça, c'est le flipper. Donc, en fait, pléthore d'innovations. En fait, à partir du moment où on sent que quelque chose arrive qui bouscule d'une façon ou d'une autre l'espace social, le rapport au temps, à l'espace et aux autres, et bien à partir de là, hop, se met en place tout le processus de panique morale. Alors aujourd'hui, nous, on se dit, ah ouais, mais le smartphone, parce qu'on est, entre guillemets, dedans, mais en réalité, dans 20 ans, ce sera autre chose. Hein. Mais d'ailleurs, là, ça y est, on commence. Allez, merci ChatGPT. Ça y est, c'est parti. Ah bah, le métaverse, hein. Je vous rappelle que là, normalement, on devrait être tous dans un métaverse, il n'y a plus d'école, enfin voilà, ça, normalement, enfin moi je sais pas, c'est ce qu'on m'avait annoncé. Retour vers le futur, finalement on est là, sur des chaises, à boire du thé, c'est trop bien. Mais voilà, enfin je veux dire, mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui effectivement ont une puissance transformatrice, mais parce que c'est pas les objets qui ont une puissance transformatrice, c'est la manière dont on les investit. C'est les usages et les pratiques qui vont avoir une puissance transformatrice, positive, négative, bon ça, voilà, c'est autre chose. Hein, le métaverse, on ne l'a pas investi, on n'y a pas vu de sens, a priori. En tout cas, à ce moment-là, hein, ça ne veut pas dire que. Hein, je lis pas dans le mar de café. Hein, le truc, ça va révolutionner, machin. Je déteste ce type de discours. C'est pas scientifique. Enfin, moi, je suis pas un prophète, j'en sais rien. Mais par contre, là, effectivement, sur le smartphone, du coup, là, on cristallise plein de choses. Mais parce que le smartphone, c'est vrai qu'il est intéressant, entre guillemets, c'est pour ça que pour Juliette, parce que il est tellement emblématique de la déterritorialisation.
Et ouais. Des espaces, en fait, et des individus, de la singularisation et de l'individualisation, en fait, des usages, des pratiques, des loisirs, des façons d'être. Et, pardon. Et du coup, c'est ça qui fait que le smartphone est autant fantasmatique aussi, enfin, provoque autant de fantasmes et d'inquiétudes. Après, attention, hein, je ne nie absolument pas, et c'est pour ça que le livre sur les enfants et les écrans est aussi en partie, enfin les droits sont en partie reversés à la Quadrature du Net, hein. Je ne nie absolument pas les enjeux politiques, économiques, mais justement, affrontons-les de façon claire, parce que moi, ce qui me perturbe, par exemple, c'est que j'entends qu'apparemment, parce que j'ai pas écouté le discours en direct, je l'avoue, mais j'ai vu sur Twitter, qui est une source fiable, comme chacun sait, mais que on nous disait lors d'un discours de politique générale qu'il fallait maintenant prendre en charge la catastrophe sanitaire et éducative que constitue le numérique. Ok, on nous dit ça d'un côté, de l'autre on nous parle de Français de tech, et on a un président de la République qui, s'adressant à la technologie, dit que son rêve, c'est que demain, on est plein d'Elon Musk et Mark Zuckerberg. Ben moi, c'est pas mon rêve, en fait. C'est pas mon rêve. Tu l'as lu, Schizophrénie numérique? Qu'est-ce que vous pensez de l'expression de Stigler qui dit qu'on a affaire à des industries des technologies de l'esprit? Chaque mot est important. On est bien dans un système industriel qui permet des avancées technologiques et ces avancées technologiques ont une influence sur la façon dont on pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, oui, mais alors Stigler, ok, enfin, je suis d'accord, il dit ça, mais en fait, on nous parle de technologie de l'intellect depuis très longtemps, de Boudi, pour les références si ça vous intéresse, hein, mais oui, je sais que ça fait des tilts des fois pour certains qu'on fait ça en cours, ça se voit là d'un coup. Et en fait, ça, c'est-à-dire que, bien sûr, tout est de fait, hein, cette histoire de les dispositifs qui seraient neutres, mais non, rien n'est neutre. Aucun objet conçu n'est neutre. Le design, de façon générale, hein, le design d'une chaise non plus, n'est pas neutre. Enfin, chaque objet conçu porte en lui, dans la sociologie des usages, hein, des projections d'usage, de conception du monde, de l'autre, etc. Donc, c'est pas nouveau. Et en même temps, moi, ce qui moi m'effraie, c'est qu'on a l'impression que on est complètement en train de subir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des gens qui ont validé ces conceptions d'usage. Et ces gens-là, c'est nous aussi. Enfin, il faut qu'on assume aussi. On est sur Facebook, on est sur X, on est sur TikTok. On participe aussi à ça, malgré tout. Alors, ça veut dire que vous validez pas l'idée qu'il y a des représentations normées qui sont imposées sur les réseaux, je pense aux influenceurs, etc., aux algorithmes, pourquoi pas, qui vont imposer une certaine norme, par exemple sur les filles, où on va avoir des canons. Alors, c'est pas que je le valide pas, c'est que ça s'exprime à travers les algorithmes et les réseaux sociaux, numériques notamment, les dispositifs, mais ce sont des normes qu'on subit dans la société. Il faut cesser de décorréler, en fait. Voilà, le numérique l'a pas inventé. On a des chercheuses comme Isabelle Collet ou Cathy O'Neill, qui sont des informaticiennes l'une et l'autre dans des champs différents, mais qui montrent toutes les deux que les algorithmes ne sont finalement que la répercussion des inégalités sociales, de genre, économiques, etc. Et quand c'est le mâle blanc de la Silicon Valley qui conçoit un outil, de fait, il a une projection qui est en tout cas pas représentative. Et c'est pour ça que ces espaces-là, les espaces des EdTech, du numérique, de façon générale, doivent être absolument des espaces pluriels, représentatifs de la diversité de la société, pour que les espaces de représentation changent. C'est le cas dans le monde de l'édition du livre aussi. Enfin, en fait, c'est vrai c'est comme si on subissait absolument ce qui se fait sur le numérique, alors qu'en fait, on le subit dans tous les espaces
l'industrie culturelle. Et d'ailleurs, on parle d'industrie aussi pour le livre, pour la publicité ou pour le sport. Quand on est sur le terrain comme ça, en interface avec aussi le recteur, des professeurs, des collègues, moi j'ai l'impression qu'il y a un regard quand même que l'enfant subit de la violence énormément. Il y a ce regard-là. Alors je ne sais pas par rapport à la réalité de ce que disent les jeunes, je connais des livres, enfin, ok, mais c'est vrai que c'est difficile de répondre à ce discours extrêmement anxiogène, pas que sur un usage qui rembête, mais sur aussi un monde de violence sans foi ni loi que subiraient les enfants, dont ils seraient acteurs, mais aussi victimes. C'est un peu ça. D'accord. Voilà, et donc je me pose un peu des questions par rapport à ça, et aux réponses aussi intelligentes que l'on peut donner, et faire avancer un peu le débat et les usages. C'est vraiment important de rappeler quand même aussi les chiffres, c'est-à-dire que, et de ne pas nier la réalité des violences, de ne pas nier aussi la mobilisation des adultes dans les situations de violence vécues par les enfants et les adolescents, confère les affaires de harcèlement et de cyberharcèlement où ce sont des parents qui alimentent le cyberharcèlement envers une enfant, une jeune fille en l'occurrence. Hein. C'est quand même, enfin, faut remettre aussi tout le monde face à ses responsabilités. Alors ensuite, je pense qu'il y a, en fait, la difficulté qu'on a, c'est que on crée une décorrélation totale entre le monde numérique et le monde social. C'est-à-dire que oui, la société est violente et oui, le numérique reflète cette violence. Mais insistons aussi sur le fait que beaucoup d'enfants et d'adolescents vont trouver des espaces safe en ligne, des espaces où on prend soin les uns des autres. Je pense à ces enfants et ces ados qui parlent des questions de sexualité, qui s'interrogent énormément sur ça et qui trouvent en fait là de l'entraide, de l'écoute, de l'aide. Je pense aussi à ces jeunes filles qui ont créé les comptes Ficha pour lutter contre le revenge porn. Ce sont des gamines de 15 ans qui ont organisé en fait ces révoltes-là pour prendre soin d'elles-mêmes. C'est quand même incroyable que ce soit des ados de 15 ans qui prennent sous leur aile des petites pour pouvoir lutter contre notamment les olés, mais des adultes prédateurs. Et donc, je pense qu'il faut remettre en fait l'intelligence et remettre... En fait, la difficulté, c'est que les parents n'imaginent pas ce que leurs enfants font et qu'ils sont convaincus que leurs enfants font des choses graves. Et que c'est pour ça que quand je parle de coéducation avec Virginie, je disais, c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée qu'ils puissent prendre conscience. Voilà ce que votre enfant fait en vrai. Voilà ce qu'en vrai, il dit, il pense. Par exemple, les enfants de CE1 dont je parlais tout à l'heure, quand je dis que dans cette classe de CE1 qui est située en éducation prioritaire, il y a plein d'enfants qui m'ont parlé de pratiques sur les réseaux sociaux numériques et de pratiques de YouTube, etc. Et je sais qu'à chaque fois, on me dit « Oh là là !» Et du coup, la démission des familles populaires, et du coup, tout s'enclenche. Attention en fait, parce que quand on va dans le détail de ce que les enfants racontent, c'est des enfants qui racontent qu'elles ne publient pas en ligne. En fait, ils enregistrent en brouillon parce que c'est rigolo de faire comme si on était grande. Et elles disent « Quand je serai grande, comme ça je pourrai publier sur Insta ». Alors, on peut trouver triste que l'envie d'un enfant de 8 ans, ce soit d'avoir 12 ans pour pouvoir publier sur Insta. Mais ça veut dire qu'elle a intégré des règles. Ça veut dire qu'elle a intégré la régulation mise en place par ses parents. Et ça veut dire aussi qu'elle est en train de socialiser cet enfant. Et que, il faut quand même pas oublier que les inégalités sociales, là aussi, elles sont pas numériques. Elles sont dans la vraie vie. Et que quand on a Rémi qui a 10 ans et qui explique que après le Covid, il peut plus aller à Bollaert au stade de foot à Lens avec ses parents parce que son père il est au chômage et que la vie elle est pas marrante à la maison et qui dit que son plaisir à lui c'est de regarder tous les débriefs de match le dimanche, de regarder avec ses frères ce qui se passe, ce que les joueurs disent, les faits de jeu et comme ça le lundi quand il va à l'école, c'est comme s'il y était allé à Bollaert. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de menacer Rémi de son intégration sociale dans la société. Parce que en lui coupant l'accès
au réseau, en le criminalisant comme on le fait, Rémi, eh ben, on est juste en train de l'empêcher d'être un enfant et un adulte après intégré dans la société. Et le message qu'on lui renvoie est d'une violence absolument incroyable. Merci beaucoup.